donc maintenant je me considère comme un médecin de l'âme. Que l'état de conscience ordinaire des Occidentaux, au moment, c'est souvent une transe médiatico-consumériste. Pour moi, ça serait le premier moyen d'expérimenter un état de conscience mystique, justement, puisqu'on parle de cœur, c'est l'amour. Mais chaque fois qu'il y a eu un cadre initiatique existant dans une société, c'était bon et pour l'individu et pour la société d'avoir ces expansions de conscience. Il y a bien sûr la respiration qui peut emmener dans des états de conscience élargis extrêmement efficacement, extrêmement rapidement, extrêmement naturellement et simplement. Life through light. He is love. He is the supreme good. Who are you? Who are you? Bonjour Patrick, je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour qu'on ait ce petit échange. Ça fait un petit moment qu'on se connaît et les dernières fois qu'on s'est croisés, j'ai beaucoup aimé nos conversations. Je vais te laisser te présenter dans un instant. Moi, peut-être ce que j'ai juste envie de dire sur cette discussion qu'on pourra avoir sur la conscience et les états modifiés de conscience, c'est que c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps, que ça soit dans ton travail de médecin au départ, et peut-être aussi que ça soit, pour moi, tu es un peu la référence en France du travail des états modifiés de conscience, notamment à la suite du travail de Stanislas Gross et de plein d'autres choses. Donc peut-être, si tu veux te présenter en 2 minutes, un peu mieux que je viens de le faire. Oui, bonjour Eric, moi aussi j'étais content de nos conversations et des milieux dans lesquels on a pu se rencontrer. Oui, donc mais je suis médecin depuis 1981. J'ai fait du SAMU pendant 8 ans, de la médecine générale, et après j'ai renoncé à ça parce que le conseiller de l'ordre voulait me contraindre à choisir entre un métier honorable, celui de médecin, et le métier déshonorant de charlatan, travaillant avec un outil nommé respiration holotropique, qui serait, selon eux, en désaccord avec les données acquises de la science. Donc voilà, j'ai décidé en 2003 de faire ce choix. Donc maintenant, je me considère comme un médecin de l'âme et je suis préoccupé par euh, l'accompagnement depuis 2023, depuis 2003. Je suis préoccupé par l'accompagnement des gens qui sont en détresse, qui sont en recherche d'eux-mêmes, en recherche de leur être essentiel, de leur profondeur, de leur être profond. Donc je suis très heureux d'avoir cette expérience de 30 ans d'accompagnement avec la respiration holotropique parce que c'est un outil de connaissance de soi, du monde et des autres absolument magistral et pour l'instant parfaitement légal. Ouais, j'aime beaucoup t'entendre parler de médecin de l'âme, hein. Ça fait le lien puisque on va parler des états modifiés de conscience. Peut-être au départ, je sais pas si on peut se mettre d'accord. Je sais pas s'il y a une définition précise de la conscience, mais ce lien que tu fais immédiatement avec l'âme, moi, elle m'intéresse pour qu'on fasse tout de suite la différence entre le mental, les pensées et des fois j'entends des gens dire on a une conscience, mais je sais pas si c'est pas plutôt qu'on ait une conscience et quel rapport entre la conscience, le corps, l'esprit, l'âme. C'est un peu autour de toutes ces questions peut-être que qu'on travaille depuis un petit moment tous les deux. Comment tu vois ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, pour moi, la conscience, c'est un état. Enfin, on a la conscience de ce qu'on est, c'est comme si à partir de soi, on pouvait se considérer soi et considérer qu'on existe. Donc, un état de conscience qui fait que je sais que je suis vivant et puis voilà. Après, c'est vrai il y a aussi la conscience des objets qui nous entourent. Je suis conscient que je suis assis sur une chaise. Il y a aussi la conscience morale qui fait que je me dis ça, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour l'humanité, ou c'est bon. Et voilà. Mais en tout cas, basiquement, la conscience pour moi, c'est vraiment la conscience d'être. Hmm. Donc, Donc, tu introduis pour moi trois choses importantes qui est soit, on ne t'a pas dit moi et ça m'intéresse, soit la conscience de soi, le monde, que ce soit le monde physique, que ce soit et cette interaction avec la matière, avec le monde, et puis aussi quelque chose de global. On va arriver sûrement à quelque chose d'interpersonnel,
Donc il y a déjà trois endroits qui vont nous intéresser sûrement à explorer, quoi. Voilà, c'est ça. Et l'intérêt des états de conscience qu'on peut modifier dans le sens de les élargir, c'est que ben, on constate que si on est conscient que de son petit moi, eh ben, c'est comme je le disais tout à l'heure, on va trouver la sécurité dans le fait d'avoir des choses, d'être sécurisé par l'argent, par les biens matériels, d'être sécurisé aussi par une certaine manière de voir les choses, tandis que euh, si on est dans un état de conscience plus élargi, eh ben, on a conscience aussi d'un être beaucoup plus profond qui peut se trouver bien avec lui-même, qui peut, même si en dehors, à l'extérieur, il y a des choses qui sont difficiles. C'est vrai que tant qu'on est dans la conscience du petit moi, ben on est dépendant des autres, on est dépendant pour se sentir bien, on est dépendant des autres, dépendant de la manière dont on nous regarde. Alors que quand on est dans son être profond, en contact avec quelque chose de précieux, de sacré en soi, ben, on peut naviguer dans la solitude sans être triste, on peut naviguer dans le monde sans être dépendant de ce qu'on pense de vous, et c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement. Super, hein. On est déjà dans les états modifiés de conscience. C'est une chose dont on est tous les deux spécialistes et qui est, c'est juste peut-être au départ faire cette différence entre moi, j'aime bien l'idée de la conscience ordinaire, mais est-ce que la conscience ordinaire, c'est notre plein potentiel ou est-ce que la conscience ordinaire pour une société en moyenne, elle est déjà pathologique ou il y a un terme que j'aime beaucoup, il y a quelqu'un dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui évoquait que l'état de conscience ordinaire des Occidentaux au moment, c'est souvent une transe médiatico-consumériste. Je trouvais ça intéressant comme vision et que les états modifiés de conscience que l'on connaît, toi et moi, et vers lesquels on accompagne les personnes, ce sont des états, tu l'as évoqué, de conscience élargie. Hein, il ne s'agit pas de conscience amoindrie, il ne s'agit pas de l'alcool qui nous rend sous, il ne s'agit pas d'être sous l'emprise de quelqu'un, il ne s'agit pas de tout ça. Ce sont des états de conscience plus vastes qui nous intéressent, quoi. Ces états modifiés de conscience vastes. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Stanislav Grof, qui a travaillé depuis les années 50 là, sur le LSD et son potentiel thérapeutique en psychothérapie, en psychiatrie, en médecine et à des tas de niveaux, c'est pour ça qu'il a inventé le terme de l'état de conscience holotropique. Le terme holotropique, ça veut dire qui va vers la totalité, qui va vers la plénitude, et c'est un terme préférable au terme état de conscience non ordinaire, parce que ça, c'est assez vague, c'est trop vague. C'est préférable aussi au terme d'état de conscience altéré, comme ça a été pas mal utilisé, parce que ça laisse l'idée qu'il y a quelque chose qui est abîmé ou endommagé. Et c'est préférable aussi aux états de conscience modifiés, parce que ça pourrait sous-entendre qu'on fait quelque chose d'artificiel pour modifier l'état. Alors que les états de conscience élargis, dans le sens modifiés dans le sens d'élargi, ou holotropique, ça parle d'états de conscience qui sont bénéfiques, qui sont bénéfiques sur le plan somatique, sur le plan psychosomatique et sur le plan de l'esprit aussi. C'est une ouverture spirituelle au monde qui est considérable. Donc c'est vraiment une ouverture à l'être essentiel. Donc c'est quelque chose de très positif. Donc on n'est pas dans un état de conscience modifié ou d'un état de conscience qui serait lié à une septicémie ou à une tumeur cérébrale. C'est un état de conscience qui est non seulement naturel, mais également extrêmement bénéfique. C'est super, tu rappelles qu'ils sont naturels, ça veut dire que ce sont des états auxquels l'homme peut accéder naturellement et justement dans lequel il se déploie et il révèle la totalité de son être. J'aime beaucoup le mot holotropique que tu utilises pour les états modifiés de conscience, on en parlera sûrement après pour la respiration, qui peuvent impliquer une conscience de son corps, une conscience matérielle, une conscience physique, une conscience de ses émotions, une conscience de ses sentiments, une conscience de ses pensées, une conscience encore plus vaste avec des expériences mystique, une conscience collective. Dans ce holotropique, il y a tellement de dimensions, c'est comme des poupées gigognes qui peuvent prendre beaucoup de formes différentes et qui peuvent s'imbriquer les unes les autres de façon très vaste. C'est ça. Et puis, ce qu'on peut dire aussi en termes de retombées ou de bénéfices, de retombées positives ou de bénéfices, c'est que ça réunit les êtres.
Ça réunit les êtres à l'intérieur d'eux-mêmes, ça réunit les êtres avec les autres êtres et ça réunit les êtres avec l'ensemble du monde vivant. Parce que tout simplement, ça élargit le champ des perceptions, ça élargit le champ de l'expérience. On voit depuis des millénaires que les gens se tapent sur la gueule pour des histoires de forme qu'on pourrait donner à Dieu et à la vie spirituelle. Et ce qu'on constate d'un autre côté, c'est que tous ceux qui ont fait des expériences mystiques, eux, ils se tapent pas sur la gueule, ils parlent le même langage. Donc, si on peut accéder à des expériences profondes dans un état de conscience élargi, dans un état de conscience holotropique, si on peut accéder à des expériences de cette profondeur-là, eh bien, on sait de quoi on parle, on sait qui on est, on se reconnaît entre personnes qui ont fait ce type d'expérience parce que tout simplement, on parle de la même chose. Et on est au-delà de la forme, on est au-delà des jugements, on est au-delà des inquiétudes liées à la vision de ce qui est à l'extérieur de nous et à son interprétation. On parle de la même chose. Donc ce sont des approches qui réunifient l'être au lieu de le diviser, au lieu de créer de la division, comme le fait le petit moi, comme le font les états de conscience ordinaires. Il y a moi et l'objet, il y a moi et l'autre. Dans cet état de conscience, on peut sentir que l'autre c'est moi et que moi je suis l'autre et que on peut sentir des moments de fusion dans un sens parfaitement positif et pas pathologique, comme c'est décrit souvent en psychologie. L'état fusionnel peut être s'il est mystique, c'est pas un problème, hein. Ouais. Je sais que tu connais bien aussi, moi c'est une de mes portes d'entrée principales, c'est pas la seule, mais je sais que tu connais très bien aussi en chamanisme ces états. Donc c'est pas un chamanisme de croyances supplémentaires qu'on rajoute, de superstitions, c'est un chamanisme d'expérience où la conscience peut s'élargir. Et je peux en prendre comme exemple là simplement chez les Lakota, il y a cette très belle phrase qui dit Hao Metako Yasin, qui est à tous les miens, à toutes mes relations qu'on retrouve dans le bouddhisme, dans l'interdépendance et qui est vraiment, oui, je suis en relation avec les autres pratiquants, le cercle que nous formons, mais je suis aussi en relation avec les êtres que j'aime, ma tribu, mais je suis aussi en relation avec l'ensemble de l'humanité, les générations précédentes, les générations futures. Il y a cette reliance que je peux percevoir, mais je suis aussi en relation avec le peuple, le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, d'autres forces. Et tout ça, on peut avoir des expériences dans ces états modifiés de conscience qui ne sont pas intellectuellement pensés à cela, comme cette interdépendance auquel on peut songer, mais qui est d'un seul coup de le sentir, de le vivre, de se sentir un avec toutes ces formes de vie. Et comme ça peut être incroyablement transformateur dans notre approche de la vie, dans nos comportements avec les autres, dans nos comportements avec nous-mêmes, avec les autres, avec nos proches, avec la nature. On peut plus être dans l'exploitation de la nature, on est forcément dans une communion, une protection, et pareil, dans une écologie relationnelle avec les gens qu'on aime, les gens qu'on croise. C'est un changement énorme, un changement de paradigme énorme que ces expériences amènent naturellement. Si on vit une expérience vaste, on va se comporter très différemment. C'est très clair. Et on peut trouver une conclusion magistrale à tout ce que tu viens d'évoquer, à ce qu'on vient d'évoquer. On retrouve un ensemble de connaissances absolument magistrales et euh, hautement utiles pour l'humanité. Dans le dernier opus là, de Stanislav Grof, là, il a écrit en 2019 La Voix du psychonaute, une encyclopédie du voyage intérieur dans lequel il y a absolument tout ce que tu viens d'évoquer, tout ce que je viens d'évoquer et qui est là. Et on voit donc d'une manière explicitée, d'une manière vraiment magistrale, à quel point c'est vital pour l'humanité de retrouver la capacité d'utiliser régulièrement des états de conscience élargis comme ça, de sorte à retrouver le contact avec notre vraie nature. Dans la révolution psychédélique, Olivier Chambon dit cette phrase que je trouve vraiment intéressante. Il parle des rites chamaniques, des rituels, des rites initiatiques et de l'utilisation rituelle des psychédéliques et des plantes sacrées, en disant, mais c'est ce qui nous permet régulièrement de reprendre contact avec ce que nous avons de plus sacré, de plus profond en nous, cette dimension mystique. Et c'est pourquoi c'est important? Ben parce que la vie humaine, c'est difficile.
On a, on a ce complexe ou cette illusion de séparation qui nous rend triste ou qui nous rend agressif selon ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce qu'on a reçu ou pas reçu. Et de pouvoir de temps en temps expérimenter un état de conscience dans lequel on se sent relié et réunifié, y compris avec la source, eh ben, c'est la clé d'une bonne santé spirituelle, c'est la clé d'une bonne santé mentale, et donc c'est aussi la clé d'une bonne santé corporelle, psychosomatique. Donc c'est quelque chose d'absolument vital pour l'humanité, ces états de conscience, parce que ça nous refait prendre contact et ça nous fait re-expérimenter notre profonde nature. Ce pourquoi on est là, c'est pas juste pour gagner du fric, consommer et mourir comme des cons. On est là pour... quand je pense que les colons euh, amérindiens, les colons américains sont venus en s'imaginant qu'ils allaient apporter la liberté à un peuple qui était capable de dire c'est nous qui appartenons à la terre, c'est pas la terre qui nous appartient. C'était des gens qui étaient parfaitement libres dans leur union mystique à la terre, au ciel, au grand-père, du ciel à la grande-mère, à la grande déesse mère, au grand esprit, comment, oui, Wakantanka. Et ils étaient complètement libres, ils étaient complètement éberlués que des colons venant d'Europe viennent leur apprendre la liberté. Mais en fait, les colons venaient simplement projeter sur les Indiens leur besoin de liberté en arrivant d'une Europe où ils étaient prisonniers et quasiment esclaves du pouvoir, des seigneurs et de toutes ces... Enfin bon, esclaves du pouvoir. Donc voilà, ils avaient que la liberté à la bouche. Et comme le disent les Indiens, ce qui différencie les Blancs et d'avec nous, c'est que ce qui les intéresse, les Blancs, c'est la liberté. Nous, ça ne nous intéresse pas. On est libre. On n'a pas envie d'en apprendre davantage. On se sent parfaitement libre. Et nous, par contre, ce qui nous préoccupe, c'est l'honneur. C'est la dignité d'être au clair, d'avoir une parole vraie, d'avoir une parole juste. Alors, bon, on avait tout à apprendre de ces gens-là. Et parce qu'ils étaient constamment, ou plus ou moins constamment, dans un état de conscience parfaitement sain, qui est un état de conscience holotropique, en même temps que hyliotropique. J'ai beaucoup aimé ce que Stan Grof disait à cet égard. Il disait que dans le monde indigène, ce qui fait, là où on reconnaît la bonne santé mentale, c'est quand on a un pied dans la réalité matérielle et un pied dans la réalité spirituelle. Un pied dans le monde hyliotropique, la matière, et dans le monde holotropique, l'extension universelle. Et c'est là qu'on fonctionne le mieux. C'est intéressant que tu rajoutes ça pour bien comprendre que vivre ces expériences, il y a notamment en Inde des gens qui peuvent peut-être sont en permanence dans ces états très très vastes, mais pour la plupart d'entre nous, c'est important de nous accorder avec le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, et Oui. d'avoir des petits lieux de ressourcement, des instants, des journées. De façon générale, notre conscience peut s'élargir jusqu'à un certain point, mais quand je vais faire mes courses, c'est compliqué si je suis tout ouvert, tout ça. Donc c'est à la fois vital pour l'individu, parce qu'une vie sans ça, une vie consumériste, une vie juste dans le mental, une vie, ouah, pour moi, ça serait horrible. Donc quelle chance d'avoir des états de conscience plus vastes où je trouve ma place en tant qu'être vivant, humain dans l'univers, en reliance, c'est une chance énorme. Et j'adore que tu fasses immédiatement le lien avec une société. C'est une chance pour la société quand un certain nombre de personnes vivent ces expériences, ont une vision plus large. C'est effectivement ce qu'on appelle souvent les initiés. Moi, je pense à plusieurs chamans qui racontaient ça, qui disaient que on est les premiers, ou Pierre Brecht, que j'aime beaucoup, qui disait qu'on est un peu la première société où les gens ne sont pas initiés, et donc qu'ils restent à un certain niveau comme des adolescents qui font des caprices, qui maltraitent leur terre-mère, qui sont dans la consommation, l'exploitation, et que si on a une initiation à plus vaste, on prend notre place différemment dans le monde et dans la vie, et plus il y a de gens qui font cette chose-là, c'est intéressant pour les personnes qui sont plus heureuses, plus vivantes, plus épanouies, plus en reliance. Pour la personne, c'est véritablement intéressant. Mais c'est aussi intéressant pour une société. Il y a un manque énorme dans notre société de gens qui actuellement ont cette présence-là. Il y en a, mais peut-être sont-ils pas assez nombreux, peut-être sont-ils obligés d'un peu d'être cachés, peut-être. euh, ça me paraît important. Ce n'est pas qu'un projet personnel que de déployer sa conscience sous des formes plus vastes.
Oui, oui, c'est très, très, très clair, hein. Bien sûr, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein. Et c'est pour ça que le travail qu'on fait, je trouve qu'il est plein de sens et qu'il est capital, parce qu'effectivement, on propose des initiations. Quand on fait des expériences de respiration holotropique, c'était un rite initiatique parfaitement pertinent. C'est-à-dire qu'on on se met dans une situation de risque. On va au risque, comme dit de Kersozon, on va au risque. Au lieu de rester confié dans la sécurité, on va au risque. C'est-à-dire on prend le risque de faire une expérience de quelque chose qu'on ne connaît pas de soi-même ou qu'on ne connaît pas de l'humanité. On va hyperventiler et modifier son état de conscience, ou alors on va prendre des plantes avec un chaman ou avec des guérisseurs, et puis on va élargir sa conscience, et puis on va faire des expériences qui sont nouvelles, qui peuvent être inconfortables. Peut-être qu'on a des choses qui se découvrent, ce qu'on a, l'ombre personnelle se découvre. On peut découvrir qu'on a beaucoup de colère ou de tristesse en soi, par exemple. Et puis voilà. Donc, ça rend les gens conscients, ça fait un bien extraordinaire à l'être, et donc ça fait un bien extraordinaire à la société. Donc, c'est capital. C'est capital de réinstaurer des rites initiatiques. Dans le travail que je fais, je parle, suivant Albrecht, d'ailleurs, avec qui j'avais demandé l'autorisation d'utiliser ce terme, mais en fait, je crois qu'il l'a lui-même emprunté à Ivanov et à Peter Denoff. Le terme de pédagogie initiatique, pour moi, c'est quelque chose de très précieux. C'est ça qui me motive, c'est de proposer une pédagogie initiatique, des expériences véritablement initiatiques. Donc il y a déjà la respiration holotropique, et on peut faire aussi la proposition d'une quête de vision, où les gens sont 4 jours et 4 nuits seuls en pleine nature dans un cercle de cailloux de 3 mètres ou 4 mètres de diamètre. Ben, quand tu es seul comme ça pendant 4 jours, 4 nuits, avec juste de l'eau face à toi-même, eh ben, voilà une initiation qui fait... ça fait flipper à certains moments certaines personnes, et c'est juste que ça qui doit être fait. C'est important de se confronter aux trois plus grandes choses qui nous font flipper: la peur de la mort, l'incompréhension devant l'absurde, et puis la tristesse qui va avec la solitude. C'est vraiment les trois gros dossiers lourds de nos existences quand même, ces trois choses-là. C'est Durkheim qui dit ça, et je trouve ça très, très pertinent. Donc, si on peut justement expérimenter une mort symbolique, expérimenter que ben, l'absurde peut être transcendé, et puis expérimenter qu'on ne meurt pas quand on se trouve seul, ben, voilà une initiation qui est consistante et qui va permettre de vivre plus heureux, plus détendu, plus ouvert, et donc qui va nous permettre d'être plus créatifs et joyeux, quoi. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque tu as utilisé des mots qui me conviennent parfaitement, mais je sais, parmi les personnes, il y en a qui connaissent bien, il y en a qui l'ont compris tout de suite. Quand on parle de risque, il n'y a pas de risque comme si je prends ma voiture avec de l'alcool les yeux fermés. Il n'est pas de cet ordre-là. Le risque, c'est effectivement d'être confronté à soi-même et et de changer et de pas aimer ce que je vais rencontrer quand je suis confronté à moi-même, quand je me dévoile, quand j'arrête de me raconter des histoires, quand j'arrête de jouer un personnage, quand je sors de la persona, quand je regarde effectivement mon ombre comme Jung. Là, c'est un risque que ce soit pas agréable pendant un certain temps de ce que je vais découvrir. Mais c'est que la première étape de l'initiation. Il faut beaucoup de courage pour prendre ce risque de se regarder en face, de regarder la vie en face, de regarder ce que j'ai fait jusque maintenant. Là, il est là pour moi le risque. Et c'est pas un risque physique, c'est pas un risque de cet ordre-là. Je voulais juste le préciser, même si c'était évident pour nous deux. Exactement, et j'aime beaucoup ce que Albrecht disait de l'initiation, mais à quoi ça sert, les rites initiatiques? Ça sert à développer le courage, la tempérance et la prudence. Et j'ai beaucoup aimé lire ça et puis entendre ça aussi, parce qu'effectivement, il y a besoin de ça dans la culture d'aujourd'hui, où tout le monde est mou, à pousser son caddie et plein de conneries, et pendant le samedi, ça devient la visite. Enfin, bon, c'est une caricature, mais euh, il y a besoin d'autre chose. Il y a besoin d'être courageux pour regarder ce qui ne va pas en soi, au lieu de se précipiter sur des médocs qui qui vont mettre un couvercle sur le problème. Mais bon, la culture médicale est comme ça. Il faut un traitement immédiatement pour gérer un problème et surtout gérer les symptômes. Et là, on est dans une culture différente. Ce qu'on apporte, nous, c'est une culture du courage, où ben, si j'ai mal quelque part, ben, je m'assois dans ce mal ou à côté de ce mal,
je le sens, je le regarde, et puis je sens bien ce qui se passe et d'où ça vient. Et c'est en s'asseyant au milieu de sa douleur qu'on finit par capter, recevoir des informations qui nous expliquent cette douleur et qui nous permettent alors de la transformer. Mais si on fuit dans le chocolat, l'alcool, la nourriture, la télé, le sexe, l'Internet, c'est, c'est reculer pour mieux sauter. Et puis voilà, tout le monde sait que le plat va être servi beaucoup plus épicé un peu plus tard. Et puis voilà, c'est comme ça. En chamanisme, on dit souvent que le premier ennemi, la première difficulté, c'est la peur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut du courage. Et la peur, c'est effectivement d'être confronté à toutes ces choses. C'est tout ce qu'on va mettre en place pour fuir, hein. Effectivement, actuellement, on est dans une société qui met tout en place pour qu'on se fuit soi-même, hein. C'est terrible avec les TikTok, avec ces choses comme ça. On peut passer sa vie à se fuir. Et puis nous, on est un petit peu... Ah, j'ai le téléphone, excuse-moi. Voilà. On peut passer... on fait ce choix d'accompagner les autres à prendre ce temps en s'élargissant. Il ne s'agit pas de les transformer, on n'est pas dans l'ordre du développement personnel, on est dans l'ordre de la révélation personnelle de qui je suis, d'enlever des voiles, d'enlever des croyances, d'enlever et d'être de plus en plus vaste à chaque fois. Donc peut-être qu'on peut continuer, tu avais un petit peu commencé, mais je te propose de regarder un petit peu les façons qu'on connaît d'accéder. Tu as un tout petit peu parlé déjà de la respiration holotropique, tu veux nous détailler un tout petit peu plus sur Hmm. les différentes possibilités. On a vu, je crois, un peu quelques bonnes raisons de vivre ces états modifiés de conscience et d'être accompagné pour découvrir tout ça. Mais peut-être qu'on peut un petit peu détailler les nombreuses façons. Et je sais que tu connais bien la respiration holotropique et d'autres. Oui, oui, volontiers. En tout cas, oui, tu parlais de développement personnel et moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette mouvance. Je me suis inscrit dans cette mouvance parce que j'avais besoin de me développer personnellement, j'avais besoin de développer, de réparer mon ego et des choses comme ça qui n'étaient pas suffisamment structurées. Mais après, c'est pour mieux le déconstruire à travers des expériences mystiques qu'il y avait besoin de le construire. Mais c'est tout. En tout cas, le développement personnel ne m'intéresse plus aujourd'hui. Je parle plutôt de développement transpersonnel. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le lien au vivant d'une manière générale et le lien au cœur, le lien au cœur de l'autre. Et voilà. D'ailleurs, pour moi, ça serait le premier moyen d'expérimenter un état de conscience mystique, justement, puisqu'on parle de cœur, c'est l'amour. Quand on est dans une relation amoureuse où on est dans un partage euh, dans, où on peut se perdre dans les yeux du bien-aimé ou de la bien-aimée, on fait l'expérience d'un élargissement de la conscience. Quand on vit aussi une sexualité de forme sacrée avec sa bien-aimée ou son bien-aimé, on peut complètement oublier le soi, le moi, le petit soi, le moi, et entrer dans le grand soi et vraiment fusionner d'une manière mystique dans la sexualité et se dire, mais mon Dieu, c'est incroyable de vivre ce qu'on vit là. On est complètement au-delà du personnel, on est au-delà, on est dans un sentiment de gratitude complètement énorme, la conscience est élargie, et puis après, on s'écroule dans un sommeil réparateur parce qu'on est complètement en paix. Donc voilà, on vit des expériences comme ça aussi, simplement que ça, et pour l'instant, l'amour est encore légal, comme la respiration, profitons-en. J'adore que Après, tu as amené, j'adore que tu as amené l'amour et la sexualité. J'aime beaucoup, j'accompagne aussi en tantra. Et la façon dont tu l'as amené, je trouve que c'est très intéressant parce que le tantra aussi, comme tout ce qui se passe en Occident, peut être dévoyé. Et le tantra, actuellement, il devient aussi une sorte de développement personnel avec deviens une meilleure version de toi-même en tantra, deviens un meilleur amant, deviens. Et c'est pas du tout cet endroit, c'est effectivement s'abandonner, comme tu l'as dit, dans l'amour avec quelque chose. Si la rencontre avec l'autre me permet de m'abandonner, et d'ouvrir mon cœur et d'ouvrir l'amour et d'ouvrir mes perceptions et de faire un et d'avoir ce sentiment océanique. La rencontre Shiva Shakti, c'est pas pour que je m'identifie à Shiva avec mon petit ego et ma partenaire à Shakti avec son ego à elle. C'est absolument passé à côté, cette chose-là. C'est juste une inflation de l'ego, c'est pas du tout un travail de spiritualité. Mais par contre, si dans cet état amoureux, à travers elle, à travers ma partenaire, je vois l'amour, je vois Shakti, je vois la grande déesse, je vois le féminin sacré. Il ne s'agit pas qu'elle s'identifie à ça, qu'elle croit qu'elle est devenue ça, mais à travers elle, je peux voir tout ça.
alors je suis tout petit devant l'infini et notamment cette personne qui, merci à elle, parce que avec elle c'est plus facile, parce qu'avec elle j'ai de l'amour, c'est plus compliqué avec mon voisin, c'est plus compliqué avec je sais pas qui dans le métro, mais avec quelques humains comme ça, avec qui on a une affinité, un partage, qui est le merveilleux en lieu d'apprentissage, d'une expansion aussi, et une expansion du cœur. J'aime que tu aies parlé de l'élargissement de la conscience comme une expansion du cœur. Merci. Oui, oui, c'est ça. Mais j'avais fait un stage de tantra avec le guide spirituel, j'aime pas trop dire maître, Shin, qui est suisse-allemand, je crois. Enfin, en tout cas, c'était de ce côté-là. Et un stage de tantra, il n'a même pas été question une seule fois de la sexualité pendant ce stage. Il n'a été question que du tantra mystique, c'est-à-dire l'origine du mot sanskrit qui veut dire tissage. C'était retisser le lien avec l'autre, avec l'univers, avec Shiva, avec Shakti. Et ce n'était pas une histoire de, exactement comme tu l'as très très bien exprimé, c'est pas une histoire de s'identifier à l'un ou à l'autre, ou de vouloir se glorifier son petit moi et ses qualités d'amant ou d'amante. Voilà, on était complètement au-delà de ça. Donc c'est bien ça dont il est question, hein. Je suis tout à fait en adéquation avec ce que tu disais. Et voilà, donc au-delà de de ça, enfin au-delà, en plus de cette possibilité-là, il y a bien sûr la respiration qui peut emmener dans des états de conscience élargis extrêmement efficacement, extrêmement rapidement, extrêmement naturellement et simplement. Donc, depuis 30 ans, j'accompagne des gens avec la respiration et de cette pratique d'hyperventilation associée à des musiques inductrices de trance, ben, c'est parfaitement efficace pour permettre aux gens de faire des expériences à leur mesure, selon leur capacité psychosomatique et spirituelle. Toujours, toujours l'écologie intérieure est respectée dans ce type d'expérience. On n'est pas là pour pousser les gens ou pour les tirer. Moi, je suis de moins en moins interventionniste. C'est pas mon problème si les gens s'ouvrent ou se ferment. Je suis là pour les accompagner dans l'ouverture et pour les accompagner dans la fermeture. On est là pour accompagner et ça me va très bien comme ça. Je veux dire, je ne suis pas en charge de l'évolution de l'autre, je ne suis pas en charge de l'état ou du niveau, entre guillemets, où se trouve l'autre. Je suis là pour accompagner le cœur le plus ouvert possible, la personne qui expérimente, qui s'expérimente elle-même, où qu'elle soit et à quel niveau qu'elle soit. Voilà, et puis effectivement, comme technologie du sacré, comme dit Groff, qui permettent aussi d'élargir la conscience. Il y a bien sûr toutes les plantes sacrées, comme l'ayahuasca, comme le peyote, comme les champignons, les truffes maintenant, qui permettent de faire ces expériences. Et on redit jamais assez à quel point le cadre est extrêmement, est absolument capital pour que l'expérience soit intéressante. Il faut vraiment instaurer un cadre qui soit sécure, qui soit aimant, qui soit ouvert, qui soit respectueux, qui soit également beau et accueillant. C'est quelque chose de très important pour moi, la beauté. Et, et voilà, donc il y a aussi des substances semi-synthétiques comme le LSD et aussi le MDMA qui permettent d'ouvrir considérablement le champ psychique, le champ psychosomatique et aussi l'ouverture spirituelle. Et malheureusement, c'est illégal en France, mais bon, dans certains pays, on peut aller faire ces expériences-là et en retirer grand bénéfice. Donc, on a déjà accès à cette chance à la respiration holotropique, à plein de formes d'états modifiés dans le chamanisme, dans le tantra, on l'a évoqué avec l'énergie sexuelle, et plus de conscience, mais d'autres formes de méditation, d'autres formes avec la musique, que ce soit en respiration holotropique qui accompagne, mais de plein de façons, dans la musique, avec des trans, en danse. Il y a plein d'autres façons d'y accéder, mais je partage, je suis heureux que tu l'amènes ici, je partage avec toi cette idée que il y a une voie royale, c'est pas forcément la plus belle, mais elle est magnifique, mais qui pour l'instant est interdite. Donc, comme elle est interdite, je fais tout de suite ce petit disclaimer. Toi et moi ne faisons pas de publicité pour cette chose-là et on invite chacun à respecter la loi dans le pays où il est. Cependant, puisque je les connais bien, j'ai parlé pour moi, puisque je les connais bien aussi, c'est médecine, en termes chamanistes, c'est le mot médecine. Je me dis que depuis toujours aussi, l'humanité a été explorée ces endroits-là et ça a été
tellement important. Dans les initiations chamaniques, c'est une étape souvent importante. Je reviens évidemment aussi aux mystères d'Élésis qui ont pendant 2000 ans permis à la société grecque d'être initiée. Donc il y a souvent, dans toutes les initiations, dans toutes les expériences fortes d'élargissement de conscience, il y a un avant, il y a un après, il y a une mort, renaissance. L'initié, c'est celui qui est né deux fois. Et ces expériences sont absolument merveilleuses. Je ne sais pas ce qu'elles font. Si je sais ce qu'elles font dans les drogues en Occident, on les a mis dans les drogues. Il y a une histoire avec les États-Unis dans les années 70, tout ça. Il y a cette histoire. Mais en tout cas, même la science, même la médecine, même l'université, en premier, sont en train de dire, elles n'ont rien à faire là, ces plantes. Les psychédéliques et les antéogènes n'ont rien à faire dans les drogues. Elles ne sont pas addictives pour la personne. Elles ne sont pas, elles ne posent pas de problèmes physiques, psychologiques pour la personne. La plupart du temps, il y a quelques personnes sur lesquelles il faut être attentif. Et elles ne posent pas de problème à la société, bien au contraire. Pour l'instant, elles sont interdites, mais participer avec des associations comme auxquelles je participe, Décriminalise Nature France, je trouve ça intéressant qu'on peut se reposer la question de l'importance que peuvent avoir ces plantes pour un élargissement de la conscience et des initiations pour les personnes, à nouveau, individuellement et sociétalement, et qu'on puisse poser sa question en disant, puisque de toute façon on y va, puisque de toute façon les thérapies y vont, puisque de toute façon les thérapies pour la dépression, les thérapies accompagner les gens en fin de vie, les traumatismes, les dépendances, les addictions. Il y a plein de bonnes raisons. On s'aperçoit que ces choses-là, ce que disent les chamans depuis des centaines d'années, la médecine commence à y aller. Ça serait dommage que ce soit seuls les médecins qui aient le droit d'y aller. Voilà ce que j'avais envie de poser sur ces choses-là. Est-ce que tu veux en Bon, dire un mot ou élargir? bah, je suis complètement, complètement d'accord avec ça, évidemment. Comment dire? Ce qui est clair, c'est que ces interdictions, l'origine de ces interdictions, elle n'est que politique. Ça n'a rien à voir avec la pharmacologie, ça n'a rien à voir avec euh, le danger de ces substances. Au contraire, des drogues, des vraies drogues comme l'héroïne, la cocaïne, euh, L'alcool? l'alcool et l'opium. L'alcool, drogue légale et encouragée. Bref, malgré l'hypocrisie des publicités. Bref, en tout cas, la consommation d'alcool est socialement très encouragée. Ça devient d'ailleurs un succès d'année d'initiation pour un certain nombre de jeunes, et très malheureusement. En tout cas, euh, euh, aujourd'hui, on a des études scientifiques parfaitement sérieuses qui montrent qu'il n'y a aucune addiction, qu'il n'y a aucune toxicité. Et j'ai vu dans un livre de Chambon même une espèce de classification de la létalité en fonction des substances. Et tout en bas, on trouve le LSD et les champignons. Même si on fait une surdose, un surdosage monstrueux, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de trouble de la circulation cardiovasculaire, il n'y a pas de trouble des fonctions comme la respiration, il y a pas de, il y a pas de problème. Et au-dessus de ça, on trouve, jusqu'à ce qui est le plus délétère, euh, on trouve les benzodiazépines, les antidépresseurs, les médicaments pour la tension, pour le cholestérol, tous les médicaments de la pharmacologie, les benzodiazépines, qui ont beaucoup plus de dangers, qui présentent beaucoup plus d'inconvénients et qui sont parfaitement légales et encouragées. Donc c'est clair, la décision de rendre ces choses illégales, c'est politique. On peut imaginer que si tout le monde faisait des expériences comme ça, mystiques, ben, il y aurait beaucoup moins de gens qui auraient envie de travailler comme des cons pendant 40 heures par semaine pour un salaire qu'ils vont dépenser au supermarché le samedi pour finir avachis devant leur télévision avec des cacahuètes. Mm. Donc, Ce mouvement avait commencé hein, effectivement, je fais référence aux années aux États-Unis, tout mouvement contestataire, hippie, qui a commencé par contester un mode de vie, un mode d'autorité politique et notamment la guerre au Vietnam et toutes ces choses-là. Il y avait déjà un élargissement de la conscience. Bien sûr, c'était tellement pris dans de mauvaises conditions
c'était des fouloirs, c'était plein de choses qui fait qu'à un certain nombre, bah, il y a eu des accidents, il y a eu plein d'accidents. Donc j'entends qu'une société à un moment a voulu fermer le robinet, l'a fermé pendant 50 ans. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il y ait ce cadre qui soit posé. Les sociétés où le cadre existe, notamment les sociétés chamaniques, bah, ça se passe bien. La société grecque avant, à chaque fois qu'il y a eu un cadre initiatique, pour pas dire on prend n'importe quoi, n'importe quand et on prend la voiture, mais à chaque fois qu'il y a eu un cadre initiatique existant dans une société, c'était bon et pour l'individu et pour la société d'avoir ces expansions de conscience et d'avoir de seul coup un sens à la vie tout autre. L'écologie, la destruction de la planète qu'on a actuellement, si on prend une seule fois une plante dans sa vie, il ne s'agit pas de faire une écologie, on dit, voilà, vous allez avoir des taxes, vous allez avoir des tas de choses. Une écologie punitive, c'est très difficile, il faut être très motivé intellectuellement pour accueillir une écologie positive. Mais si une seule fois dans sa vie, on a communié avec la nature, c'est pas seulement avec les plantes, mais dans un état modifié de conscience, dans un état élargi de conscience, qu'on a fait un avec un arbre, qu'on a senti regarder un oiseau, déjà c'est beau dans la contemplation, mais d'un seul coup, quand on fait un dans un sentiment océanique, dans quelque chose de très très vaste comme ça, ensemble avec la nature, il n'y a plus besoin de dire aux gens de pas exploiter ni la nature, ni son prochain, ni quoi que ce soit. Et ça fait une société très différente. Pour moi, ces états élargis de conscience, je me dis toujours, qu'est-ce qui se passerait si on était dans une société avec que des Gandhi, que des Martin Luther King, que des Mères Teresa, que des je ne sais pas qui? Waouh, avec des gens qui ont cette conscience-là. Alors, à notre petit niveau, si on ouvre un tout petit peu, il va y avoir d'énormes changements. Et je comprends que certains n'ont pas envie, pour garder leur pouvoir, que l'ensemble de la population ou qu'un grand nombre de personnes puissent accéder à ces états plus vastes. Voilà, alors donc de ce point de vue-là, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop quoi penser de l'avenir, mais ça me semble pour l'instant quelque chose de complètement inévitable que ça continue de fonctionner comme ça fonctionne encore de nombreuses décennies. Et aussi, je constate qu'il y a eu de tout temps des gens qui avaient cette conscience mystique de l'existence et que ben, il y a eu des époques où ça finissait au bûcher ou au gibet. Et aujourd'hui, ça finit avec ça finit par comment on appelle ça, le contrôle fiscal ou le lynchage médiatique. On peut détruire les gens et tuer les gens d'autres manières, parfaitement légales, et saccager leur vie d'une manière irrémédiable. Donc, je- j'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit être marginal. Je suis un peu choqué personnellement de la quantité aujourd'hui de pseudo-chamans qui mettent même une plaque en marquant chaman, rendez-vous de temps à temps. Moi, je viens d'une culture où en Sibérie et puis en Nouvelle-Zélande ou dans le monde maori où on m'a souvent dit, mais le chaman ne dit jamais qu'il est chaman, c'est les autres qui le disent. Quand il y a quelqu'un qui va pas bien, qui demande de l'aide à quelqu'un, il lui dit, ah bah tiens, je connais quelqu'un qui fait des bons soins là, il y a un chaman par là-bas, tu peux aller le voir. Mais en tout cas, le gars, il ne dit jamais de lui-même. Et j'aime bien ça, j'aime bien cette discrétion. Et je me dis que finalement, le travail que toi et moi on fait, et que comme plein d'autres, Dieu soit loué, euh, euh, peut-être que c'est quelque chose qui est fait pour rester d'une certaine manière un peu discret aussi, parce que de toute façon, le sacré est plus ou moins secret aussi. Donc j'aime bien cette idée que tout le monde ait accès au sacré, mais je me dis aussi que les plans de Dieu ne sont pas les miens et que les voies de Dieu sont impénétrables et qu'à ce niveau-là, il est fort possible qu'on n'ait pas à juger de ça, des œuvres de Dieu, et qu'on puisse considérer, élargir notre champ de conscience et dire, mais c'est peut-être parfaitement juste qu'il y en ait qui soient juste au stade cochon dans la sexualité, puis qu'il y en ait d'autres qui soient au stade tantra mystique. Et ça ne s'exclut pas. C'est simplement des karmas différents, des expériences différentes de l'existence. Et peut-être qu'il est bon que tout ça existe et que c'est ça le défi de l'amour, c'est de nous ouvrir à tout ce qui est, à tout ce qui est. Donc, vous-
J'aime beaucoup ce que tu viens d'amener sur, c'est quelque chose qui, pour moi, est une preuve d'un élargissement de la conscience. Tu viens naturellement puisque ta conscience de ces enjeux est assez vaste pour inclure, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'obligation à pousser quelqu'un, il n'y a pas de notre part un rôle de sauveur, il n'y a pas, tu as une vision assez large pour accueillir chacun où il est. Et c'est très beau. Et accompagner, tout comme un jardinier, j'ai de la guêpe qui me tourne depuis tout à l'heure, et accompagner comme un jardinier le processus de la façon dont la plante, elle va croître. On va donner de l'eau, on va enlever de mauvaises herbes, on va la protéger s'il y a un peu trop de soleil, mais il y a quelque chose de naturel et c'est dans ce cadre-là qu'on s'implique. Il n'y a pas une volonté ni de transformer, de se battre, d'être militant, parce qu'on voit toutes ces choses-là, créer de nouvelles guerres saintes, créer de nouvelles choses comme ça. Je te rejoins aussi complètement sur, puisque chaman est une fonction et qu'elle n'existe pas dans notre société, avoir une plaque là-dessus, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui font ça très bien, et puis il y en a qui ont mis l'habit et qui ont voulu utiliser le prestige du mot chaman, ou c'est très compliqué. Mais c'est très beau de pouvoir de t'entendre évoquer, et individuellement, et dans ton rôle d'accompagnant, et sociétalement, un respect des différents niveaux où les personnes en sont, et juste la possibilité de, de, de soutenir un mouvement naturel par un accompagnement, sans se battre contre qui que ce soit. Et Peut-être j'ai oui, c'est ça. extrapolé par ce que tu as dit. Non, non, c'est tout à fait juste. C'est vrai que dès qu'il y a de l'ennemi, dès il y a de la dualité, donc on n'est plus dans le grand mystère où finalement tout se sentirait relié. Donc c'est plus facile à dire qu'à vivre à certains moments, c'est très clair, mais je vois bien que les expériences répétées qu'on peut faire de ces états de conscience, ça nous amène dans dans cet endroit de paix intérieure où on peut se dire tout est parfait, ben, y compris le terrorisme, y compris l'injustice, y compris l'absurdité, les comportements les plus débiles auxquels on peut assister. Ben, euh, on peut d'autant plus le comprendre et on devrait d'autant plus être tolérant vis-à-vis de ça qu'on a été soi-même dans l'abus de pouvoir, qu'on a été soi-même intolérant, qu'on a été soi-même manipulateur ou avec un cœur fermé. Bon, voilà. Donc, il y a de quoi comprendre le restant de l'humanité. Quand on reconnaît qu'on a accepté toutes ces parts d'ombre, c'est quand même plus simple et ça nous permet de vraiment dire qu'il y a une certaine perfection, pas dans ce qui sort de nous, mais dans ce que nous sommes. Donc, il y a peut-être rien à changer. Il y a peut-être rien à changer. Simplement, la vie se charge de nous aider à changer de toute façon. Donc, dans les travails que tu fais, dans le travail que je fais et que font les gens comme nous, ben, on accompagne des gens qui sont dans une impulsion au changement, à la transformation, mais euh, on se veut détacher complètement du résultat. Ouais, magnifique. Euh, pour moi vraiment ce que tu évoques là, c'est vraiment des paroles de sagesse au sens large, au sens noble de sagesse, qui ne sont ni dans le risque d'abus de pouvoir, et notamment quand on évoque aussi ces états de conscience élargis, il y a encore une pensée moyenne qui imagine que c'est du délire. Et là, ce Oui, sont des pensées de sagesse très incarnées. Et c'est très beau de t'entendre à cet endroit-là. c'est aussi c'est le fruit de l'expérience honnête finalement, de bien regarder qu'est-ce qui déconne à l'intérieur, quoi. De, Hum, je, je rends grâce vraiment à Stan Groff de m'avoir accompagné personnellement dans des processus quand j'étais en formation en Californie et en Arizona et dans divers endroits du monde avec lui. Ce- Cette capacité de confiance que cet homme avait dans le processus était complètement sidérante pour quelqu'un hum, qui sortait de la médecine comme moi. Et il m'a infusé ça, ou je me suis laissé infuser ça. En tout hum, cas, je me suis modélisé à une époque sur cet homme, et maintenant, ça n'est plus de la modélisation, c'est simplement quelque chose qui est vraiment intégré. J'ai confiance
j'ai conscience que j'ai confiance totalement dans le processus de la vie et que si telle personne elle est à tel endroit, à tel autre à un autre endroit, ça a du sens même si je n'y comprends rien. Donc ça c'est vraiment reposant d'en être à cet endroit où on se dit bon, euh, c'est plus intéressant d'aimer que de comprendre. Des fois, c'est intéressant de comprendre, ça aide sur le chemin, mais le plus intéressant, c'est d'aimer ce qui est plutôt que de vouloir que ce soit autre chose. Moi, j'adore tes dernières phrases. Je sais pas, on pourrait conclure là-dessus. C'est plus intéressant d'aimer que de comprendre, ou en tout cas, tu l'avais aussi un petit peu modéré, j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on a fait un rapide premier tour sur les états modifiés de conscience, le pourquoi, le comment, qu'est-ce que ça peut amener, même un petit détour intéressant, je crois, vers les plantes qu'on connaît si bien, qui peuvent être si importantes. Peut-être j'ai envie de te laisser un peu le mot de la fin. Voilà. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que à notre niveau, c'est important de faire savoir. C'est même capital. L'enjeu est capital. Même si on est détaché du résultat, l'enjeu est capital. On a envie que nos proches, et d'une manière plus élargie, la société soit plus harmonieuse, plus en paix. Donc c'est quelque chose de capital de faire savoir qu'il y a moyen de transformer ce qui est à l'intérieur de nous et qui ne nous convient pas, de transformer l'ombre, de l'accueillir, de la transformer. Donc c'est important de faire savoir aux gens qu'il y a des gens aimants, bienveillants, qui peuvent vous accompagner sur un chemin de transformation. C'est important que le monde sache qu'il y a des outils de transformation. La respiration en est un depuis la nuit des temps. Les plantes antéogènes le sont aussi depuis la nuit des temps. Et même, il y a fort à parier que leur utilisation soit à l'origine des grandes religions, même si après ça s'est perverti en dogme, en dogme. En tout cas, il y a ça. Donc c'est important que les gens sachent qu'il y a au Brésil, en Amazonie, au Pérou, en Espagne, dans certains pays, au Mexique, on peut rencontrer des chamans et faire des expériences comme ça. Euh, bien, bien entendu, il faut bien se renseigner parce qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi par certains secteurs quelque chose de très commercial et touristique. Donc bon, il faut savoir sonder ce que les gens dans dans leur trip, quoi. Moi, je n'hésite pas à dire des choses décourageantes pour les gens qui veulent s'inscrire à mes stages de respiration holotropique, parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec des gens qui sont pas clairement motivés. Si c'est des gens qui veulent juste une expérience de plus dans le panel de tout ce qui est proposé sur le marché, spirituel ou développement personnel ou transpersonnel, ça m'intéresse pas. Donc j'ai tendance à décourager les gens pour voir un petit peu euh, qu'est-ce que tu veux vraiment, est-ce que c'est vraiment aller au cœur des choses. Là, je t'accompagne au fond du fond s'il faut aller au fond du fond, mais sinon, je n'ai pas envie de me fatiguer pour quelqu'un qui n'est pas clairement motivé. J'avais appris de Pierre-Yves Albrecht que les trois critères principaux, les trois critères pour une expérience d'état de conscience élargie, pour une initiation, c'était une intention claire, un guide compétent et un rituel, c'est-à-dire un cadre. Les gens ont peur du mot cadre parce que, oh là là, ça va me limiter. Ben justement, c'est ça qu'il faut. Il faut un cadre. Et toute transformation a besoin d'une matrice, comme la progression du fœtus nous le raconte. Il faut une matrice, et puis quand la matrice devient trop petite parce qu'on a grandi, eh ben, il faut exploser la matrice, elle est faite pour ça. Et puis on en cherche une autre pour pouvoir grandir davantage. Mais voilà, c'est ça. Donc que les personnes puissent être avec ça, c'est important pour moi. Avoir une intention claire, chercher un guide compétent, donc bien se renseigner, et puis trouver un rituel qui nous convienne un cadre qui nous convienne pour faire ces expériences. Et puis là, il y a de la transformation à la clé et de la joie. Et de joie. Je trouve que c'est un message plein d'espoir que tu termines de passer par l'amour, l'élargissement de la conscience, on termine par la joie. Et le monde est ce qu'il est. On n'est pas dans une fuite dans ce travail-là. On n'est tellement pas dans une fuite. Oui, Et ça peut être super rassurant que
Oui, il y a des gens compétents. Oui, il y a des méthodes. Oui, il y a des pratiques pour qu'on appelle aussi par ailleurs le réenchantement du monde. C'est pas de la magie, c'est pas la croyance magique de l'enfant que je vais donner un coup de baguette magique que tout va changer. Je vais me mettre en travail, je vais me mettre en chemin. C'est une voie. Il y a des gens qui accompagnent. Et là, au quotidien, il y a des choses qui changent. Je vois la même chose, je vis la même chose, mais c'est plus la même chose. Et des transformations peuvent apparaître. Quelle chance de faire tout ça. Patrick, j'ai dit, c'était toi que je te laissais le mot de la fin et j'en ai rajouté un. Donc, il est hors de question. Il est hors de question que ce soit moi qui termine. C'est le vent qui donne Oui, tout va bien, ça me va bien. Merci pour cet entretien. Merci. Merci Merci, pour cet Patrick. Une joie échange. de partager avec toi. Toujours une joie de partager avec toi. Merci. C'était tout à fait joyeux et j'en te remercie. À plus tard sur les ondes. À plus tard. À bientôt. Merci.